Scandale au royaume d'Angleterre. Un cadavre est retrouvé dans un palace londonien. Il y avait tout un mystère autour de cette mort. C'était une affaire qui a fait sensation ici à Londres. Un crime dans la suite d'un palace dont l'occupant n'est autre que le prince Al Saoud, un des richissimes héritiers de la dynastie saoudienne. Il était comme tous ces princes qui possèdent beaucoup d'argent, qui n'ont rien de particulier à faire dans la vie, qui passent le plus clair de leur temps en dehors de leur pays dans des activités récréatives. L'histoire va passionner les sujets de sa très gracieuse majesté. Cette affaire était importante. Il était question d'une famille royale, de sexe et de nightclub. L'homme assassiné appartient au cercle intime de la famille royale saoudienne. Pourquoi a-t-on éliminé le bras droit du prince Al Saoud? Les policiers doivent faire preuve de tact. L'affaire est sensible. Chaque fois qu'il y a eu des tensions diplomatiques entre Londres et l'Arabie Saoudite, il y a eu des menaces de rétorsion commerciale. Comment Scotland Yard va-t-il démêler les fils de cette obscure histoire? Que faisait le prince Al Saoud dans la capitale britannique? Bienvenue dans les salons feutrés des palaces londoniens, dans l'univers bling-bling des princes saoudiens. Londres, le 14 février 2010, dans le très chic quartier de Notting Hill, deux hommes fêtent la Saint-Valentin dans le plus célèbre restaurant italien de la capitale britannique. L'un des deux hommes n'est autre que le richissime prince Abdulaziz bin Nasir Al Saoud, petit-fils du roi Abdallah d'Arabie Saoudite. En face de lui, Bandar Abdullah Abdulaziz, son assistant personnel. Ce soir, ils ont décidé de s'amuser. Après dîner, les deux jeunes hommes continuent la soirée au Landmark Hotel. Un palace 5 étoiles où le prince et Bandar logent depuis 3 semaines. Au bar de l'hôtel, la soirée est arrosée à coups de champagne et de cocktails Sex on the Beach. Peu après minuit et quelques centaines de livres sterling plus tard dépensés en alcool, les deux hommes rejoignent leurs appartements en titubant. La suite 312 est parmi les plus belles de l'hôtel. Mais la soirée n'est pas finie. Le prince a monté une dernière bouteille de champagne. Au milieu des malles, vêtements et bijoux de luxe éparpillés aux 4 coins de la suite, les deux amis continuent la fête jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, l'esprit encore embrumé par les vapeurs d'alcool, le prince, visiblement agité, passe un coup de fil à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Il vient de découvrir le corps de Bandar sans vie, allongé sur le sol. Quelques minutes plus tard, des hommes de l'ambassade débarquent dans la suite du Landmark. Le prince appelle l'ambassade d'Arabie Saoudite, laquelle à son tour va prévenir la police. Vers 15h30, la police de Scotland Yard arrive sur les lieux du crime et découvre le corps de la victime. L'homme avait été examiné par les médecins et les ambulanciers. Il est clair qu'il était décédé depuis quelques heures. Il avait des ecchymoses sur le corps, le cou et le visage. Il avait été violemment agressé. À première vue, l'homme a donc été tabassé à mort. Les policiers opèrent rapidement un quadrillage de la scène du crime et un relevé des indices et pièces à conviction. À la recherche de traces éventuelles de bagarre. Rien dans la pièce ne montrait qu'il y avait pu y avoir une querelle violente. Il n'y avait même pas de traces de sang que quelqu'un aurait cherché à nettoyer ou à faire disparaître. Pas de traces de querelle ni d'objets dérobés, alors les policiers cherchent à savoir si le meurtre a bien eu lieu dans la suite 312. J'étais pratiquement convaincu que quelque chose s'était passé dans la chambre. Pour en avoir le cœur net,
J'ai demandé à ce que le couloir de l'hôtel et la porte de la chambre soient examinés. On voulait s'assurer que ces endroits-là ne comportaient aucune trace de sang. Le commissaire John McFarlane de Scotland Yard mobilise pas moins de 35 enquêteurs sur cette affaire délicate. Alors que s'est-il passé dans la suite la veille au soir? Un inconnu s'est-il introduit dans la pièce pendant que les deux hommes dormaient? Ont-ils été rejoints par quelqu'un? Pourquoi le prince Al Saoud a-t-il préféré appeler l'ambassade plutôt que la police? C'est le début de l'énigmatique affaire de la suite 312. Toujours présent sur les lieux de l'agression, le prince Al Saoud se montre avenant face aux questions des policiers. Le prince était très coopératif, très poli. Il était conscient de la situation embarrassante dans laquelle il se trouvait. Il était accompagné de son avocat et des membres de l'ambassade. Le prince déclare aux policiers avoir découvert à son réveil le corps sans vie de Bandar, son assistant. Mais que faisait ce jeune prince de 32 ans, en compagnie de son assistant à Londres? Qui est réellement ce petit-fils du roi d'Arabie Saoudite? Nous avons alors cherché des renseignements sur le train de vie du prince, sur son emploi du temps, sur les séjours qu'il avait passés dans l'hôtel avant le drame. Les policiers de Scotland Yard se plongent alors dans la vie d'Abdulaziz bin Nasir Al Saoud. Prince de sang, Abdulaziz bin Nasir Al Saoud est un membre de l'illustre famille royale d'Arabie Saoudite. Une des dynasties les plus puissantes du monde, les Al Saoud, qui règnent sur ce pays mystérieux de désert et de sable et de pétrole. L'Arabie Saoudite, monarchie islamique, évoque à elle seule la richesse et le train de vie des membres de la famille royale. La famille Al Saoud est immense, vraiment colossale. Il faut savoir que le fondateur de la dynastie, le roi Abdulaziz Al Saoud, a eu, je crois, 43 enfants. Aujourd'hui, il y a entre 5 000 et 6 000 princes qui perçoivent tous de l'argent issu des revenus du pétrole. Parfois des sommes astronomiques, parfois moins, selon le rang du prince dans la lignée. La ressource principale, évidemment, qui fait vivre le pays et donc la famille royale, c'est le pétrole. Le roi lui-même, évidemment, prélève énormément, mais il doit reverser également aux différents princes. Enfin, c'est un système assez compliqué de liste civile qui va des princes les plus importants aux princes secondaires, voire éloignés. Comme ses milliers de cousins et cousines, notre prince Al Saoud est un richissime rentier. Mais la vie de pacha au pays de l'or noir n'est pas forcément celle d'un conte de fées. Au nom d'une religion omnipotente, l'alcool y est proscrit, les relations sexuelles avant le mariage interdites. Les règles de vie sont ultra strictes. Aussi, certains membres de la famille royale passent le plus clair de leur temps à dépenser leur fortune dans les lieux les plus huppés de la planète. Les princes saoudiens sont connus pour aimer mener la belle vie sur la Côte d'Azur, sur la Costa del Sol, au Maroc, à Londres, aux États-Unis. Vous avez déjà vu à Londres ou à Paris des groupes de touristes venus du Golfe ou de la péninsule arabique faire du shopping. Et vous avez certainement pu observer derrière eux une flopée d'assistants, de nounous, de serviteurs. C'est quelque chose de très commun. Une vie de nabab entourée de serviteurs. Une vie rythmée par des voyages de rêve, des fêtes somptueuses et des séances de shopping dans les boutiques de luxe des plus belles capitales du monde. Une vie d'oisiveté que le prince Al Saoud avait fait sienne. Il voyageait à travers le monde. Il s'amusait. Oh non, ce n'était pas son programme de travailler. Le prince menait une vie de playboy. Il dormait toute la journée, sortait dîner dans les restaurants gastronomiques de la ville, et ensuite il allait s'amuser dans les boîtes de nuit branchées. Oui, c'était vraiment une vie de playboy qu'il menait. Une vie de playboy qu'il partageait avec Bandar, son assistant. Bandar n'était pas un serviteur à proprement parler. Il était là pour assister et tenir compagnie au prince. Un compagnon pas comme les autres, car Bandar n'est pas un membre de la famille royale.
Et pour ce jeune homme d'origine modeste, tenir compagnie au prince est un immense privilège. Lors de nos investigations, nous avons appris que Bandar avait été adopté par des gens d'un milieu très modeste. Ils appartenaient à une lignée de serviteurs attachés à la famille royale. D'après nos informations, Bandar n'avait pas fait d'études, il n'avait pas de travail. Il connaissait le prince depuis à peu près 1 an. En Arabie Saoudite, c'est quelque chose d'habituel d'avoir un compagnon. En réalité, c'est un serviteur. C'est presque banal. On voit ça souvent dans les palaces de Londres. Dans l'entourage d'un prince saoudien, il y a toujours son serviteur. Alors le prince Al Saoud parcourt le monde avec son compagnon de voyage. Milan, Prague, Marrakech et les Maldives, où ils avaient séjourné 3 semaines avant de poser leurs valises à Londres, le paradis du shopping. À Rhodes, Fortnum & Mason, Bond Street, le prince avait dévalisé les boutiques les plus chics et les plus chères. Il y avait au moins une vingtaine de bagages rassemblés dans la chambre. Des vêtements de luxe, des sacs de voyage. Clairement, ils avaient dû aller dans beaucoup de boutiques pendant leur séjour à Londres. Mais le prince et Bandar avaient fait aussi le tour des bars branchés de Londres. C'est clair qu'ils avaient l'habitude de boire beaucoup d'alcool. Ils se rendaient dans des boîtes de nuit où ils commandaient des bouteilles de champagne très chères. Ils buvaient toutes sortes de cocktails également. Ils consommaient vraiment avec excès. Dans cette vie de luxe et de débauche, c'est tout naturellement que le prince avait élu domicile dans l'un des plus beaux palaces de Londres qui attire les plus grands noms de ce monde. Michelle Obama y a organisé une collecte de fonds pour aider son mari dans la course à la Maison-Blanche. Liam Gallagher, ex-chanteur d'Oasis, Justin Timberlake et Lewis Hamilton y ont leurs habitudes. Cet hôtel 5 étoiles est un établissement magnifique. C'est un palace très apprécié des clients du Moyen-Orient, car c'est un endroit très discret, idéal pour passer un séjour des plus agréables à Londres. Et ce vendredi matin, la nouvelle de l'assassinat d'un homme commence à inquiéter les riches clients de ce palace à l'ambiance feutrée. Le meurtre est une publicité terrible pour cet établissement de luxe, où l'on cultive la discrétion. D'autant que plusieurs indices laissent apparaître que le meurtre a bien eu lieu dans la suite 312. Très vite, de lourds soupçons pèsent sur le prince Al Saoud, le témoin numéro 1. Il est emmené au poste de police de Paddington Green pour y subir un interrogatoire plus fouillé. Il leur présente alors une drôle de version. S'il ne comprend pas le décès de Bandar, il a en revanche une explication précise aux nombreuses ecchymoses sur le visage de son serviteur. Le prince a expliqué à la police que Bandar avait été victime d'un vol devant un distributeur de billets et qu'on l'avait tabassé. Mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi Bandar était mort dans la nuit. L'explication est confuse. Les enquêteurs ne perdent pas une seconde et ramènent le prince sur les lieux de la dite agression afin de le confronter à ses déclarations, sur place, à Edgware Road. Si on ne l'avait pas amené sur place, et s'il nous avait simplement indiqué l'endroit de l'agression sur une carte, il aurait été très facile pour lui de dire ensuite qu'il avait fait une erreur, en nous montrant un autre lieu. Or, le prince n'est pas capable de situer le lieu exact de l'agression de Bandar. Et plus grave encore pour lui, Edgware Road, importante artère de la ville, est truffée de caméras de vidéosurveillance. Après avoir visionné toutes les caméras de surveillance, nous étions enfin en mesure de prouver que cette agression ne s'était jamais produite, que tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. Sur ces vidéos, les policiers ne retrouvent aucune trace de présence de Bandar et du prince. Ils ne se sont jamais rendus dans ce quartier. Ce mensonge fait désormais passer le prince du statut de témoin numéro 1 à celui de suspect numéro 1. Mais ce mensonge fait-il de lui le meurtrier de Bandar? Pourquoi le prince a-t-il inventé l'histoire de l'agression? Que s'est-il réellement passé dans la suite 312?
Les policiers ont désormais la conviction que le prince est bien le meurtrier de Bandar. Il était dans la chambre au moment du crime et ses explications aux coups reçus par Bandar ne sont qu'un tissu de mensonges. Un dernier élément vient confirmer leur hypothèse. Le médecin légiste a conclu que Bandar avait été violemment agressé, et cela pendant un long moment, des jours, peut-être des semaines. Son agresseur l'a mordu, puis l'a achevé en serrant quelque chose autour de son cou. Et surtout, les analyses post-mortem vont dessiner clairement l'auteur des morsures de Bandar. Les analyses du dentiste ont montré que les marques de morsures sur la joue et sur les bras de Bandar étaient celles du prince. Les morsures correspondaient à la dentition du prince. Les analyses sont sans appel. Le prince est bien l'assassin de Bandar, mais l'histoire n'est pas finie pour autant. Désormais, cette affaire est devenue une affaire d'État. Historiquement, nos deux pays sont très proches. L'Arabie saoudite est très influente au Royaume-Uni. C'est aussi le plus gros producteur de pétrole au monde. Et l'Angleterre dépend du pétrole des Al Saoud. Chaque fois qu'il y a eu des tensions diplomatiques entre Londres et l'Arabie saoudite, il y a eu des menaces de rétorsion commerciale. Et donc, à chaque fois, le gouvernement est très embarrassé, le gouvernement britannique, parce qu'il cherche à défendre les principes qui sont censés fonder la démocratie britannique, sans compromettre pour autant ses intérêts commerciaux en Arabie saoudite. L'affaire est délicate, les policiers le savent. Ils doivent faire preuve de tact et non pas droit à l'erreur. Ils se mettent donc en quête d'une preuve irréfutable de la culpabilité du prince. Et ils vont tomber sur une véritable pépite en visionnant les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel. Nous avons visionné les vidéos des caméras proches de la suite, occupées par le prince et par Bandar. On cherchait à savoir à quel moment exactement ils avaient été vus ensemble, en public, pour la dernière fois, et dans quel état était Bandar à ce moment-là. Ils découvrent des images édifiantes qui vont révéler la vraie nature des relations entre le prince et son assistant. Après leur soirée arrosée au bar de l'hôtel, les deux hommes décident de regagner leur chambre. Le prince, vêtu d'une veste blanche, accompagné de Bandar, monte dans l'ascenseur du Landmark. Les portes se ferment. Soudain, le prince lance un premier coup de pied à Bandar. Et puis les coups de poing pleuvent, d'une violence inouïe. À aucun moment de l'agression, Bandar ne résiste. Alors qu'il est attaqué, il reste passif. Il encaisse les coups sans opposer de résistance. Le prince n'a pas donné de raison valable quand il a fallu commenter ces images terrifiantes. En revanche, quand on lui a montré la vidéo, ce ne sont pas les images qui l'ont choqué, mais le fait qu'il y ait des caméras de surveillance placées dans l'ascenseur. Ces images, montrant le prince en train de battre Bandar dans un lieu public, peu avant qu'il ne rejoigne leur suite, constituaient une preuve irréfutable de la culpabilité du prince. Confronté à l'évidence, le prince tente un coup de poker. Il brandit sûr de lui son dernier atout, l'immunité diplomatique. Lorsque vous êtes un diplomate, vous avez de facto l'immunité diplomatique. Mais également si vous êtes un dignitaire de haut rang. Or, le prince était seulement en Angleterre pour faire la fête et du shopping. Il n'avait pas de mission diplomatique et donc pas de raison de bénéficier du statut de l'immunité. Il y a l'immunité diplomatique telle qu'elle est prévue par les textes et puis il y a la façon dont ça se passe. Le fait est que beaucoup de pays ne cherchent pas particulièrement à avoir de mauvaises relations avec l'Arabie saoudite, parce qu'il peut y avoir des mesures de rétorsion contre les entreprises qui y travaillent. Et il y a certains pays qui ne se laissent pas impressionner et qui considèrent que si un crime a été connu, et s'il n'est pas démontré que l'auteur présumé de ce crime bénéficie réellement de l'immunité diplomatique, eh bien il doit passer en justice comme tous les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Le prince est immédiatement placé en garde à vue et incarcéré.
Des charges ont été retenues contre lui par l'avocat général. Il a été mis en examen pour meurtre et pour coups et blessures sur la personne de Bandar. Mais le prince n'a jamais avoué le meurtre. Il n'a jamais avoué avoir agressé Bandar. Abasourdi d'être traité de la sorte, le prince tente une dernière pirouette. Il propose 1 million de livres sterling pour rester en résidence surveillée le temps que s'ouvre son procès. Mais le juge a refusé, il craignait que le prince en profite pour quitter le pays. Si la culpabilité du prince ne fait pas de doute, les policiers de Scotland Yard ne connaissent toujours pas le mobile du meurtre. Pourquoi le prince a-t-il tabassé à mort Bandar? Quel événement lui a-t-il fait perdre la raison au point de tuer celui qui l'accompagnait dans son tour du monde? Que s'est-il passé ce soir-là derrière la porte de la suite 312? Pour boucler leur enquête, les policiers sont maintenant à la recherche du mobile du meurtre. Et le prince, si coopératif au début, est devenu subitement muet. Depuis des heures, il ne répond plus aux enquêteurs. Un mutisme qui les inquiète. Les policiers vont donc passer au peigne fin les objets personnels du prince récupérés dans la suite 312. 2 objets vont tout particulièrement les intéresser, l'ordinateur et le téléphone portable du prince. Et ces objets vont parler. Le prince avait regardé sur son ordinateur des vidéos porno gays. De plus, lorsque la police a checké son disque dur, elle a découvert qu'il avait fait appel au service de 2 masseurs gays. Ils sont venus à l'hôtel, et c'était le genre qui ne fait pas seulement que des massages. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'ordinateur va leur apprendre que le prince était gay, c'est surtout le téléphone qui va révéler l'étrange relation entre les 2 hommes pendant ce voyage. Dans le téléphone, ils ont trouvé des photos de Bandar nus, mais aussi des photos de Bandar et du prince qui s'amusaient ensemble, en boîte de nuit, en vacances. Visiblement, ils avaient des relations homosexuelles. Le prince et Bandar étaient donc amants. Des témoignages viennent corroborer les informations recueillies dans le téléphone et l'ordinateur. Nous avons interrogé les employés de l'hôtel et tous ont fait la même déclaration. Ils nous ont affirmé que ces 2 clients de l'hôtel étaient en couple. Une relation amoureuse d'un drôle de genre, où règne violence et soumission. Le personnel de l'hôtel a noté également que Bandar était servile et que le prince était le maître, qu'il lui donnait des ordres à tout va. Donc ce n'était pas une relation ordinaire entre 2 hommes, mais plutôt une relation maître-esclave. Le déroulé de cette sordide soirée du 14 février 2010 est désormais clair pour les policiers de Scotland Yard. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Le prince Al Saoud a décidé de réserver dans son restaurant préféré de Londres. Bandar l'accompagne comme toujours. Il porte une casquette et des lunettes noires pour dissimuler les traces de coups que lui assène le prince depuis plusieurs semaines. Ensuite, les 2 hommes retournent au Landmark Hotel. Bandar est en retrait comme toujours. Bandar apparaissait comme un personnage soumis et peu bavard. Ça se voyait dans la façon étrange dont il parlait au prince, dans la manière dont il marchait derrière lui. Il avait d'ailleurs toujours la tête baissée. Au Mirror Bar, le prince enchaîne tournée sur tournée, bouteille après bouteille. Bandar suit, comme toujours. Peu avant minuit, le prince, muni d'une dernière bouteille de champagne, décide de finir la soirée dans la suite. Les 2 hommes montent ensemble dans l'ascenseur. Comme sur la vidéo récupérée par les policiers, le prince se déchaîne une fois de plus sur Bandar, sans raison apparente. L'agression dure quelques secondes. Les 2 hommes se dirigent difficilement vers la suite 312. Ils vident ensuite une dernière bouteille de champagne. Subitement, le prince est pris d'une pulsion violente. Il frappe au visage Bandar. Bandar ne se relève pas. Et le prince s'acharne. Il lui assène coup de poing, coup de pied, le mord. Et l'achève en l'étranglant.
Bandar est mort d'une succession de coups violents et, pour finir, d'asphyxie. Au lever du jour, après avoir repris ses esprits, le prince ne cherche pas à fuir, mais il appelle l'ambassade d'Arabie Saoudite. Quelques minutes plus tard, un docteur et un diplomate arrivent dans la suite, et ce sont eux qui décident de prévenir la police. Les enquêteurs de Scotland Yard débarquent dans le palace plus de 12 heures après le crime. 7 mois plus tard, le procès du prince Al Saoud s'ouvre, et il reste une fois de plus silencieux. La seule chose qu'il réclame est un procès à huis clos, car l'affaire a fait grand bruit. Que un membre important de la famille royale saoudienne soit accusé publiquement qu'il a eu des relations homosexuelles est non seulement quelque chose qui est condamnable du point de vue saoudien, et quand je dis condamnable, ce serait même théoriquement passible de la peine de mort, mais c'est un embarras considérable pour une famille qui s'est attribué le rôle de défendre la version la plus conservatrice et la plus puritaine de l'islam. Le prince est en effet devenu un embarras pour la famille royale saoudienne. Le prince a finalement été laissé entre les mains du système judiciaire anglais. Et bizarrement, il valait mieux pour lui, car dans son propre pays, la sanction judiciaire aurait été tout autre. L'homosexualité est un crime en Arabie Saoudite. Le prince craignait que les allégations d'homosexualité soient rendues publiques durant le procès et qu'il soit condamné à mort à son retour au pays. Devant son mutisme et son absence totale de remords, les jurés se montrent inflexibles et condamnent le prince à 20 ans de réclusion. Mais il reste une question que tout le monde se pose. Pourquoi le prince n'a-t-il pas pris la fuite après le crime ? C'est horrible à dire, mais je crois que le prince ne se sentait pas vraiment concerné par cette mort. Bandar était son esclave. Il considérait que c'était son droit de lui ôter la vie. Il n'a pas compris qu'il allait devoir affronter un tribunal. Il pensait que cette affaire serait étouffée, gardée secrète. Voilà, c'est un sentiment d'appartenance à une sorte d'élite à qui la loi commune ne s'applique pas. Eh bien, disons que c'est assez commun chez ces gens-là de négliger les lois. Ils se disent, les lois ne sont pas pour une personne de mon rang. Mais au royaume de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, les princes peuvent un jour se retrouver derrière les barreaux et de princes finir transformés en crapauds.